Bonjour chers frères et sœurs, à nouveau je vous souhaite une bonne, joyeuse et heureuse année 2021. Je reprends la série de vidéos sur les échanges dans l'espace, les échanges commerciaux dans l'espace à Caen. Alors je vais aborder un peu ici la question de la traite négrière. Alors on estime qu'entre le 15e siècle et le 18e siècle, il y a eu entre 9 et 12 millions d'esclaves africains qui ont été exportés vers les Amériques et ailleurs. Alors, il faut dire que la traite négrière entre dans le cadre du commerce international. Alors, quelquefois, certains frères disent non, que ce n'était que des razzias d'Européens. Non, ce n'est pas vrai. Parce que pendant longtemps, les Européens sont restés confinés sur la côte. C'est vrai, ils menaient des razzias, ça ce n'est pas faux. Mais ils sont restés confinés sur la côte. Or, il y a des esclaves qui arrivaient de l'intérieur. Le seul problème, c'est que pour moi, je considère que le terme esclave, dans le cas d'Africain, n'est pas valable parce que pour les Africains, celui qui est dans la servilité ne perd pas sa dignité humaine. Or, l'esclave, c'est celui qui perd sa dignité humaine. Il est considéré comme un meuble. Et ça, ce sont les Caucasiens qui ont décidé ça. Voilà. C'est comme ça qu'ils voyaient les personnes qui étaient en servilité. Ils les voyaient comme des gens qui ont perdu leur dignité humaine, qui ont perdu même leur humanité. Alors que c'est eux qui maltraitent là, en fait, qui perdent leur humanité. Alors donc, il y avait bien un trafic des esclaves. Et des Africains y ont pris part. Parce qu'ils ne vivaient pas tous en frères. Il y a des royaumes qui se regardaient en chiens de faïence, qui étaient ennemis. Les Brondiamans et puis les Ashantis sont des frères. C'est pratiquement le même peuple, ils sont constitués des mêmes éléments. Mais ils se voyaient en ennemis. Oui. Il y a un texte tambouriné de Brondiaman qui dit, mais d'où peut venir la guerre au confondateur? Elle ne peut que venir de l'Ashanti. Nous le savons. Et nous l'avons deviné. Donc vous voyez, il faut comprendre aussi cela. Il y avait des enjeux de pouvoir entre les Africains. Oui. Comme il y en avait aussi ailleurs dans des différents royaumes. C'était comme ça. Si tu as combattu et vaincu ton ennemi, qu'est-ce que tu fais? Tu peux le tuer. Mais si quelqu'un te propose de l'acheter, tu vas le vendre. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que j'ai fait un article où je disais, mais si, au moment où il y avait la guerre de 100 ans, entre le royaume d'Angleterre et le royaume de France, si des Africains étaient arrivés sur ces côtes-là pour dire mais aux Anglais, mais les prisonniers français que vous avez, nous voulons les acheter, ils allaient les vendre. Vous voulez les acheter avec de la poudre d'or, ils allaient les vendre. Ouais, et vice-versa. C'est de ça qu'il s'agit. Donc il ne faut pas faire du sentimentalisme ici. Et certains groupes à Canon vont participer à ce trafic international, notamment les Ashantis y participeront, les Akwamou y participeront. Alors, mais il faut dire que l'économie des Ashantis était basée sur l'agriculture. Elle n'était pas basée sur le commerce des esclaves. Aucune économie africaine n'était basée sur le commerce des esclaves, non. C'était basé d'abord sur l'agriculture. Oui, donc c'est ça, et ça c'est ce qu'il faut comprendre. L'économie des Ashantis était d'abord une économie agricole. Il y avait d'autres ressources, par exemple, comme la production de la poudre d'or. Hein. C'est bien que l'abolition de l'esclavage, du trafic des esclaves, mais ça n'a eu aucun impact sur l'économie des Ashantis. Ça n'a eu aucun impact sur l'économie du royaume d'Abomey. Donc on ne peut pas dire que ces royaumes étaient des royaumes esclavagistes. Dire cela n'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Et dire que le trafic des esclaves a été à l'origine de la puissance de royaumes comme l'Ashanti, l'Akwamou ou le royaume d'Abomey non plus n'est pas vrai. Voilà. C'était des royaumes qui étaient organisés. Par exemple, la Confédération Ashanti, mais c'est une alliance de plusieurs royaumes. C'est une alliance de plusieurs royaumes. Il faut comprendre cela. Donc c'était une grande puissance. Et puis, les Ashanti, quelle est la raison pour laquelle ils faisaient leur conquête? C'était pour la grandeur du siège d'or de leurs ancêtres. Et non pour avoir des esclaves. D'ailleurs, il y a un roi Ashanti qui l'a dit, qui a déclaré cela. On l'appelle OCI Messa Bonsou. Mais dans les documents écrits, il est appelé aussi OCI
Tutu Kwamina. Il appelle aussi OCI Tutu Kwamina. Mais son nom de règne véritable, c'est OCI Bonsou Pagny plutôt, excusez-moi. OCI Bonsou Pagny. Voilà, c'est son nom. OCI Bonsou Pagny. C'est lui qui a déclaré non. Que lui n'est pas un voleur pour aller faire la guerre pour s'emparer d'esclaves, non. Mais s'il fait la guerre, c'est pour la grandeur de la chantier. Que si un roi refuse de se plier à la seigneurie, à la domination du trône d'or de ses ancêtres, le trône d'or des Ashanti, alors il lui fait la guerre. Et s'il a vaincu, alors ce roi-là devient son sujet, et puis ses sujets aussi sont sous sa gouvernance. C'est ce qu'il déclare. Donc il ne faisait pas de la guerre, les Ashanti ne faisaient pas la guerre pour des esclaves, non, ils faisaient la guerre pour la grandeur du trône d'or des Ashanti, la grandeur du Sikadua Kofi. Et puis il faut dire que chez les Akans, vendre des esclaves, c'est perdre un moyen efficace d'accroître la démographie des matrilignage et d'avoir une main d'œuvre abondante qui contribue à enrichir le lignage. En effet, les captifs jouaient un rôle important dans l'extraction de l'or, une activité qui est dangereuse. Voilà. Donc le trafic des esclaves noirs, on l'oublie trop souvent, ou plus précisément la traite négrière, a été une création des Européens et non des Africains. Ça, je l'affirme. Cette traite était donc liée à des facteurs exogènes aux sociétés africaines qui n'ont fait que répondre à une demande extérieure comme elle l'avait fait pour l'or et les épices. Mais pour l'or, bon, ils ont proposé la poudre d'or comme monnaie, hein, pour acheter les marchandises des Européens. Il est évident que les royaumes organisés comme la Confédération Ashanti étaient bien placés pour répondre à la demande de captifs, formulée par les Européens. Mais de là à lier l'existence d'États comme l'Ashanti à la traite des esclaves est une injustice historique, ça je l'affirme. Cela revient à nier l'action des bâtisseurs de la Confédération Ashanti comme OCI Tutu et Opoku Ware. Ce n'est pas sur injonction des marchands d'esclaves européens que les rois Ashanti faisaient la guerre, mais ils œuvraient pour la gloire du siège d'or, voilà, du trône d'or. Un récit du capitaine George Hamilton dit ceci, et je le cite: « Nous avons subi un grave revers dans notre négoce. Dès lors que les Fanti, connaissant la côte, n'auraient pu s'attendre à autre chose. Tous les circuits commerciaux étaient bloqués. Il n'y avait plus de rapt et rapine. Si les Fanti avaient été vainqueurs, nous aurions, pour notre part, certainement obtenu 800 ou 1000 esclaves à des conditions fort avantageuses, mais comme ils furent battus et même obligés de s'enfuir, nous avons subi des dommages tout à fait considérables, car j'avais fait maintes largesses aux chefs pour obtenir d'eux l'assurance qu'à leur retour, ils me seraient choisis en priorité parmi les esclaves qu'ils auraient ramenés de la guerre. » Donc vous voyez qu'il parle ici de rapine, de rapt et de rapine. Mais quelquefois, quand il y avait des conflits, il leur disait, bon, nous vous avançons, hein, des marchandises, etc. Et si vous faites des prisonniers de guerre, nous sommes prêts à les acheter. C'est ce qu'il dit ici, c'est ce que George Hamilton dit ici. Ce texte est révélateur de ce que les Africains faisaient la guerre pour eux-mêmes et non pour les trafiquants d'esclaves sur la côte. En effet, George Hamilton, ayant appris que les Borbores Fanti voulaient lancer une expédition contre un peuple voisin, va les trouver pour négocier la possibilité d'avoir la primeur du choix quant aux prisonniers de guerre qui seront faits. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les Européens n'avaient pas l'initiative des guerres entre natifs, non. Les guerres entre peuples de la Côte de l'Or étaient courantes. Certes, l'on ne peut nier que le trafic des esclaves les a exacerbés. Mais de là à établir une équation, un lien de cause à effet entre les deux faits est exagéré. Toutes les guerres qui se sont produites dans l'espace akan durant la période du trafic des esclaves avaient des causes endogènes. Et la première partie de notre travail le montre amplement. Les guerres de l'Ashanti contre le Dankira, contre la Owin, le Wassa, le Tufo, le Bronjaman et le littoral Fanti avaient toutes des causes internes, des casus belli bien précis, qui n'ont rien à voir
avec un désir de se faire des esclaves. Voilà les faits. Donc, vendre des esclaves, en fait, c'est une conséquence indirecte. Voilà, c'est une conséquence indirecte. Les terres à Caen étaient fertiles, favorables à l'agriculture, qui était l'activité principale des populations. Les Ashantis étaient des agriculteurs et des guerriers. Le roi Osei Bonsou Pagny l'a signifié à Joseph Dupuis quand ce dernier lui proposait de faire de Koumassi un entrepôt des marchandises anglaises. D'ailleurs, les Akans tiraient des revenus intéressants de l'agriculture car ils vendaient cher leurs produits aux Européens. Dans la région Aranta de Takoradi et Sekondi, toute nourriture s'achetait et tout service se payait, si minime soit-il, de sorte que l'hospitalité coutumière en souffrait. Voilà les faits. Déjà en mai 1722, soit longtemps avant 1807, date de l'abolition du trafic des esclaves par les Anglais, ce commerce était déjà sur la côte de l'Or de moins en moins rentable. Nous avons déjà, par divers courriers, ça c'est un Européen qui parle, je le lis, nous avons déjà par divers courriers informé de ce que nous pensions de la poursuite de notre négoce et comme la traite des Noirs devient chaque jour de moins en moins rentable. Il nous semble que le plus profitable pour nous serait de faire le commerce des produits locaux. Et qui dit ça? C'est un document, hein, c'est de la part de James Philippe. Hein, James Philippe. Non, plutôt c'est un assistant, hein, qui écrit à James Philippe et qui envoie cela justement à Londres, à la maison commerciale. Le document, je peux dire les références, c'est C113/272. Voilà. C'est un document britannique. Voilà. Où eux-mêmes ils reconnaissent que le trafic des esclaves n'est pas aussi rentable que cela. Et qu'ils doivent changer et s'intéresser à d'autres produits. La société à Caen aurait pu elle-même intégrer les esclaves prisonniers de guerre si les trafiquants européens n'avaient sollicité cette marchandise humaine. La preuve est qu'avec les guerres samoriennes, pendant la deuxième moitié du 19e siècle, les Akans vont acheter de nombreux esclaves avec les Sofas, c'est-à-dire les guerriers de Samori Touré, pour les intégrer aux différents lignages. Toutes les traditions orales dans le monde Akan s'accordent sur le flux massif de captifs de guerre de Samori que les sociétés Akan ont eu à acheter, à acquérir. Voilà. L'on peut dire qu'entre 1480 et 1640, le commerce extérieur de la Côte de l'Or a été négligeable à cause du monopole portugais. Au début du trafic des esclaves, la Côte de l'Or elle-même a été acquéreuse d'esclaves que les Portugais faisaient venir de la côte des esclaves de Sao Tomé et ailleurs. C'est ça. Les Portugais eux-mêmes là, ils prenaient des esclaves sur la côte des esclaves, c'est-à-dire sur le littoral de la République du Bénin actuel, du Togo actuel et puis du Nigeria. Et ils venaient vendre ça justement dans l'espace à Caen sur la côte de l'Or. C'est ça les faits. Les moyennes d'esclaves en provenance de l'Afrique occidentale au début du XVIIIe siècle et importées par les nations européennes étaient les suivantes. Les Hollandais importeront 40 000 esclaves, les Anglais 38 000 esclaves, les Français 20 000 esclaves et les Portugais 10 000 esclaves. On n'a pas le chiffre concernant les interlopes, voilà, les esclaves des compagnies interlopes, c'est-à-dire des compagnies qui ne sont pas sponsorisées par les États. Le traité de Tordesillas en 1494 permettra à la papauté d'octroyer au Portugal l'Afrique. Regardez, regardez l'agissement de ce peuple-là. C'est ça le problème. Et ça, on veut mettre ça sur le dos de l'institution. Ça fait problème. Or, c'est un comportement indigne, notamment d'un chrétien. C'est indigne d'un chrétien. Mais cette décision sera contestée par la doctrine de Grotesque qui proclamait la liberté des mers, mais aussi par les populations de la Côte de l'Or qui ne manquaient aucune occasion pour commercer avec les interlopes malgré le monopole que les Portugais voulaient imposer. Voilà. C'est ça. L'instrument du commerce portugais était la Caça da Guiné et Mina.
dont une section était la Casa dos Escravos, c'est-à-dire la case des esclaves, c'est-à-dire la compagnie des esclaves en fait, ou bien la compagnie de Guinée et de Elmina, c'est ce que ça veut dire. Il y avait les détenteurs de licences, qu'on appelait les avanzados, qui étaient des trafiquants d'esclaves. Le trafic d'esclaves, il faut l'indiquer, n'était qu'un aspect du commerce plus vaste, incluant d'autres produits. C'est cela. Des villages comme Agona, en Ashanti, ont été peuplés en majorité par des captifs de guerre. La préoccupation des populations n'était pas tant de satisfaire la demande des esclaves des trafiquants européens, mais de satisfaire d'abord leurs besoins internes, puis de vendre le surplus aux marchands de la côte. Voilà, c'est ça l'effet. En effet, les esclaves servaient dans les sacrifices rituels, étaient intégrés au lignage, les femmes captives prises pour épouses, etc. Parce que plus un lignage est démographiquement important, plus il est puissant. Parce qu'il arrive que quand un lignage est dépeuplé au plan démographique, il est obligé quelquefois d'aller s'accoler à un lignage qui a des membres plus nombreux, plus forts. On appelle cela mentafilié. C'est-à-dire un lignage accolé à un lignage plus puissant. On le voit notamment chez les Agnis sans vie. Voilà, c'est eux qui appellent cela mentafilié. Voilà, c'est comme ça. Les Ashantis sacrifiaient des milliers d'esclaves pour des besoins rituels. Pourquoi un tel gaspillage, une telle perte économique, si leur première préoccupation était de tirer des revenus en vendant des esclaves au trafic européen? Ouais, donc, ce n'était pas ça leur préoccupation. Vendre des gens aux Européens, ce n'était pas ça leur préoccupation. Si le trafic des esclaves était une question de survie pour l'État Ashanti, un tel gaspillage économique n'aurait pas été permis. Or, les sacrifices rituels d'esclaves en Ashanti étaient fréquents. L'Ashanti n'était donc pas un État esclavagiste, car le contraire aurait supposé que toute sa structure économique et sociale repose sur le trafic des esclaves. D'ailleurs, l'Ashanti a fort bien géré la fin du trafic des esclaves. La période du commerce à Caen avec les Portugais sera surtout celle pendant laquelle la poudre d'or, la monnaie locale, jouera un rôle important. Les Portugais vendaient des étoffes de différentes couleurs, rouge, bleu, des lames, des bracelets en laiton, de la toile, du corail, des coquillages, des pierres précieuses, du vin blanc, des perles bleues, des djellabas, des étoffes de laine. Les djellabas, en fait, ils les pleuraient sur les territoires musulmans, dans les territoires musulmans. Voilà. Des étoffes de lin, des manilles, des pots de chambre, des chaudières, des articles multiples en cuivre et en laiton. Donc, tout ça, là, c'était des marchandises qui étaient vendues. Les Portugais exportaient des produits asiatiques et réexportaient des produits asiatiques et du Maghreb sur la côte de l'Or. C'est ce que j'ai dit notamment concernant les djellabas. À propos du commerce portugais avec les Akans de la côte de l'Or, l'on a parlé de pacotille en tant des produits proposés par les Portugais contre pactole, la poudre d'or proposée par les Akans. Cette façon de voir les choses n'est pas juste, car la valeur d'un produit, de ce qui est donné contre une marchandise, n'a de prix que par rapport aux besoins de l'acquéreur, qu'il soit vendeur ou acheteur. Les Akans avaient de l'or en grande quantité, ce que n'avaient pas les Portugais. Or, les produits proposés par les Portugais accroissaient la gamme des ustensiles, tissus et mobilier des Akans. Il ne s'agit donc pas de pacotille, mais de choses très utiles. Si pour les Portugais, l'or était un pactole, pour les Akans, c'était le surplus du trop plein d'or qu'ils donnaient en échange de produits très utiles pour leur vie quotidienne. Donc voilà les faits. En effet, les bassines, les ustensiles étaient utiles pour le ménage et la cuisine. Les vases servaient à conserver des objets de parure, les produits cosmétiques comme l'huile des amandes, du palmier à huile. Les bassines de barbier servaient de réceptacles d'aliments et de couvercles à des récipients plus profonds. Les chaudières et chaudrons servaient à puiser et à chauffer de l'eau et aussi dans la fabrication du sel par évaporation ou ébullition. Les bracelets étaient portés au poignet, du haut du bras, aux chevilles et au cou. Les manilles portées aux chevilles étaient munies de grelots pour l'exécution des pas de danse. Les clochettes servaient d'ornement sonore et étaient aussi utilisées par les comians, c'est-à-dire les médiums traditionnels. Et donc, c'est cela. Donc, voici donc autant d'usages que les Akans faisaient
des articles qu'ils achetaient auprès des Européens. Donc on ne peut pas dire que c'était des choses inutiles, que c'était de la pacotille, c'est pas vrai. Je vous remercie, il y a tellement de choses à dire sur ces échanges commerciaux entre les Akans et puis les Européens, les compagnies européennes. Je vais m'arrêter là. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Une fois encore, je vous souhaite une bonne, joyeuse et heureuse année 2021.